Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet préoccupant, la vague de défaillances d'entreprises qui frappe la France avec plus de 67 000 faillites enregistrées en un an et 250 000 emplois menacés. C'est tout un pan de notre tissu économique qui est en péril. Cette hausse était attendue après le ralentissement artificiel des faillites pendant la crise sanitaire, mais elle touche certains secteurs plus durement que d'autres, la construction, le commerce, le transport ou encore l'hôtellerie-restauration. Le secteur immobilier, notamment les petites agences et la promotion immobilière, n'est pas non plus épargné. Alors, quelles solutions existent-ils pour éviter ces faillites ? Comment les chefs d'entreprise peuvent-ils anticiper ces risques ? Pourquoi la prévention elle est essentielle ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Jakubowicz. Il est associé expert comptable et commissaire aux comptes au sein du groupe Exponence, en charge du département des entreprises en difficulté. Bonjour Nicolas et bienvenue dans le Club Imo. Bonjour Marc et merci à Radio J de m'accueillir. Alors Nicolas, la Banque de France a récemment publié des chiffres alarmants sur la défaillance d'entreprises. Quelle est aujourd'hui la situation en France ? Est-ce qu'on assiste à une crise comparable à celle de 2008 et ou est-ce que c'est un rattrapage post-Covid ? Oui, alors il y a sans doute plusieurs faisceaux d'indices, plusieurs réponses à donner. La première, effectivement, c'est de démarrer, puisque je suis expert comptable, on va parler de chiffres. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec 67 000 plus de 67 000, alors c'est les statistiques du Conseil national des AJ, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, qui sont pas brillants, puisque effectivement c'est un record historique. On s'approche, question de savoir si on va toucher le seuil des 70 000, sachant qu'effectivement la précédente crise financière 2008, à chaque crise, on va dire que le record était aux environs de 60 000. On est à plus de 67 000 avec plus de 17% d'augmentation par rapport à l'année dernière, donc c'est un record historique. On peut pas. Mais il y a peut-être plus d'entreprises qu'en 2008. Non, il n'y a pas. Paradoxalement, il y a eu plus de création d'entreprises entre-temps. Alors, c'est ce que je voulais dire. Il y a un prisme à avoir de lecture sur ces chiffres. Effectivement, si on les prend de prime abord, on peut véritablement s'inquiéter en se disant c'est la catastrophe, toutes les entreprises sont en train de fermer. Mais paradoxalement, on voit que les créations d'entreprises, la partie création d'entreprise est plutôt dynamique, c'est-à-dire que dans les chiffres, si on reprend un peu le détail, il y a plus de 50% des entreprises qui sont en liquidation judiciaire directe, et 40% de ces entreprises aujourd'hui sont sans salariés. Ouais, donc dans les 67 000 entreprises, il y a ce qu'on appelle les micro-entreprises qui ferment aujourd'hui leur structure et puis qui vont se créer en auto-entrepreneurs par ailleurs. Oui. Donc il faut évidemment avoir une lecture et prendre un petit peu de recul en disant effectivement c'est des chiffres qui ne sont pas brillants, mais il faut savoir de quoi on parle. Alors, certains secteurs sont plus affectés que d'autres, on le disait en introduction, la construction, le commerce, le transport, l'hébergement, restauration. Pourquoi est-ce que ces secteurs souffrent-ils plus que d'autres ? Alors, ce sont des secteurs qui sont assez gourmands en ressources humaines et en matière de financement. La crise sanitaire a eu effectivement un effet bénéfique, puisque on a mis l'économie sous perfusion. Je ne vais pas y revenir, le quoi qu'il en coûte, ça a un coût. Aujourd'hui, on est en train aussi de le payer. Mais l'instauration des PGE n'a pas été forcément une mauvaise opération pour l'État. Au regard du volume prêté, on va dire que le seuil de défaillance, ou ce qui est prévu par la Banque de France et le ministère de l'économie, c'est éventuellement 5% du montant des PGE qui ne sera pas payé au final. Par contre, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu une crise sur le plan géopolitique, internationale, etc., qui a fait que la crise énergétique, la crise énergétique, etc., qui a fait que ça a tapé sur les ressources des entreprises.
qui sont d'une manière générale sous-capitalisées. Et puis, ça tape dans les charges, mais ça tape aussi dans le chiffre d'affaires. Lorsque dans l'entreprise du tourisme, il n'y a plus de touristes en France, les hôtels ne fonctionnent pas. Les restaurants fonctionnent au ralenti. Voilà. Et alors, la crise du retail aussi, dans le commerce, le négoce, avec de nouveaux acteurs qui sont très agressifs et qui viennent notamment de l'Asie. Et puis, on peut faire ce qu'on veut, mais quand, je prends un exemple qui me vient à l'esprit, mais quand vous avez une entreprise qui, avant la crise sanitaire, fonctionne à 70% de son économie, avec à l'export, du jour au lendemain, les crises successives font que de toute façon, on peut perfuser n'importe comment l'entreprise. De toute façon, on ne fait que de rajouter la dette, mais le développement de l'entreprise peut pas s'améliorer, quoi, compte tenu du contexte. On a dit 67 000 entreprises en faillite, on a dit que c'était 250 000 emplois qui sont menacés. Quel est l'impact réel sur les bassins d'emploi déjà fragiles, notamment dans les petites villes et les zones périurbaines ? Alors, je vais pas m'apesantir trop là-dessus parce que, en fait, le problème est un peu différent si on se retrouve effectivement dans une grande ville avec un bassin d'emploi dynamique et puis des entreprises de nature industrielle dans des bassins d'emploi qui le sont un petit peu moins et où l'économie tourne parfois au travers des usines, mais qui elles-mêmes sont des sous-traitants de grands donneurs d'ordre, parfois même internationaux. Et aujourd'hui, le capital, quoi qu'on en pense ou quoi qu'on en dise, le capital est mobile à travers le monde et un groupe peut décider de l'arrêt de l'activité, même si une usine, c'est l'actualité de tous les jours, même si une usine est en soi rentable. Donc c'est vrai que c'est sans doute un peu incompatible avec l'idée qu'on se fait d'une entreprise, mais aujourd'hui l'entreprise, elle est mue par des capitaux, les capitaux qui sont plus des capitaux forcément familiaux, sont des capitaux internationaux dans des groupes qui sont situés à l'étranger et malheureusement lorsque ces entreprises ferment, on n'y peut pas grand-chose parce que c'est un facteur exogène à l'entreprise et pas endogène. On va y revenir sur les sujets de comment on peut aider les entreprises. Mais voilà, c'est comme la situation de l'entreprise exportatrice. On peut faire ce qu'on veut si elle a plus son marché. Alors, malheureusement, sur ces bassins d'emploi, ça a une répercussion en chaîne. Les commerces se ferment puisque les centres-villes se vident, etc. Et malheureusement, en province, le contexte est plus fragile que dans les grandes métropoles. Alors, on sait que la conciliation, ça peut être la solution. En général, c'est la solution pour éviter la liquidation, mais en même temps, elle est très peu utilisée. Pourquoi les entreprises y ont-elles si peu recours ? Alors, c'est une question très juste et moi, ça fait 25 ans que je baigne dedans. Moi, mon ADN, c'est la prévention. Pourquoi les entreprises ont-elles si peu recours à de la prévention ? On parle de conciliation, mais pour remettre les choses dans le contexte, le Code de commerce prévoit 2 modalités de prévention qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. Alors, effectivement, on parle beaucoup de la conciliation qui est l'élément le plus important et qui permettait en fait de conserver la garantie BPI dans les PGE qui étaient négociés. Les entreprises avaient des difficultés à rembourser le PGE, ouvraient une conciliation pour sauvegarder la garantie BPI, conserver la garantie BPI, qui est la condition évidemment indispensable à cette négociation. Alors, quoi qu'on fasse, les statistiques, je reprends les statistiques du départ, et tous les tribunaux de commerce confondus, c'est malheureusement à leur grand désespoir, quoi qu'on fasse, la conciliation, enfin les préventions, les mesures de prévention, qui sont donc le mandat ad hoc et la conciliation, représentent entre 10 et 15% de l'ensemble des défaillances d'entreprise. Ouais. Alors, encore une fois, il faut prendre un petit peu de recul. J'ai dit dans les 67 000 qu'il y avait plus de 50% d'entreprises qui étaient en liquidation directe ou sans activité. La prévention, d'une manière générale, donc conciliation, mandat ad hoc, sont des mesures qui se prennent dans des entreprises où il y a quelque chose à sauver. Je prends les statistiques du tribunal de commerce de Nanterre, là, puisque au mois de janvier, vous savez, c'est la période des audiences solennelles, et chaque tribunal fait ses statistiques, son bilan des statistiques de l'année précédente. À Nanterre, uniquement 200 entreprises en prévention. Alors, je reprends les chiffres, 200 entreprises en 2024, mais ces 200 entreprises représentent
quasiment 19 000 emplois et 5,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc ce ne sont pas des entreprises qui partent en liquidation directe ou sans salariés. Alors, on a un vrai outil de production à sauver. J'entends bien. On a un vrai outil de production à sauver, c'est ces entreprises qu'il faut conserver. Alors, on sait que souvent, une faillite ne se produit pas comme ça du jour au lendemain. Quels sont les signaux qui doivent alerter les dirigeants ? Alors, on a l'habitude d'animer sur ces sujets-là, et l'élément principal pour bien comprendre où on se situe, savoir si on peut ouvrir une procédure de prévention, ou si on doit d'observer une procédure dite collective, qui n'a évidemment pas la même répercussion sur l'écosystème de l'entreprise. Il faut maîtriser ce qu'on appelle une boussole. Notre boussole, c'est connaître l'état de cessation la notion d'état de cessation des paiements d'une entreprise. C'est cela qui conditionne ce que l'entreprise va devoir faire, subir ou anticiper. Quand on se situe en amont, alors je vais faire une analogie, mon père était médecin, je vais faire une analogie sur le médical, tout le monde peut le comprendre. Plus une maladie est prise précocement, plus elle a de chance d'être guérie. Plus elle est prise tardivement, et plus le diagnostic peut être évidemment négatif, compromis et très négatif en fonction de la maladie. C'est pareil pour une entreprise. L'état de cessation des paiements, et si vos auditeurs peuvent sortir de là avec uniquement cette compétence ou ce que je vais vous préciser, j'aurai gagné ma journée. L'état de cessation des paiements, c'est ne pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas une notion comptable. L'actif disponible, on va dire majorité des cas, pour faire simple, parce que l'idée c'est pas d'être dans la technique et d'être compliqué, mais c'est votre trésorerie disponible. La trésorerie que vous avez dans votre tiroir caisse ou que vous avez en banque. Et votre passif exigible, c'est tout ce que vous devez à vos fournisseurs, aux créanciers institutionnels, à la banque, à la TVA, à l'URSSAF, etc. Et quand on est dans une situation où l'actif disponible, alors qui peut être logé dans le compte client, mon client m'a pas payé, j'ai pas de trésorerie disponible. Mais quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en état de cessation des paiements. Si vous n'êtes pas capable de payer votre TVA, votre URSSAF à date. Et le tout, puisque c'est une situation journalière, c'est de ne pas être dans cette situation pendant plus de 45 jours. C'est là où la vraie ligne rouge à ne pas dépasser, qui potentiellement peut engendrer des sanctions vis-à-vis du dirigeant qui n'a pas tiré la sonnette d'alarme suffisamment tôt. Et donc le seul moyen, effectivement, de ne pas se retrouver dans cette situation, c'est d'anticiper les indicateurs et surtout de ne pas faire l'autruche. J'ai l'habitude de dire que ne rien faire est toujours la mauvaise solution. Et les tribunaux de commerce qui sont perçus comme quelque chose de coercitif, parce que devant le tribunal de commerce, il y a le tribunal. Le mot tribunal, véritablement, j'insiste là-dessus, les tribunaux de commerce, vous savez, c'est des anciens chefs d'entreprise qui, au lieu de jouer au golf, essayent d'accompagner les entreprises qui sont en difficulté. Et les tribunaux de commerce sont bienveillants vis-à-vis des dirigeants des entreprises et des dirigeants qui viennent les voir, à partir du moment où ils ne tirent pas la sonnette d'alarme trop tard. Et ce trop tard, c'est le délai de 45 jours continu d'état de cessation des paiements. Donc, tant qu'on est en amont, on a des solutions. À partir du moment où on est en aval, on a une situation qui est coercitive vis-à-vis de l'entreprise et de son dirigeant. Nicolas, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. À quel moment un expert comptable peut-il intervenir pour éviter la faillite d'une entreprise ? Alors, c'est mon défaut, je parle beaucoup. Alors, c'est pas corporatiste ce que je veux dire, l'expert comptable, c'est pas parce que j'ai une avocate autour de la table, je suis désolé, mais l'expert comptable, c'est le premier conseil du chef d'entreprise. C'est pas corporatiste, ce sont toutes les enquêtes d'opinion qui le disent, de par la récurrence de ses interventions. On fait la paye tous les mois, on est en relation constante, on est avec le stéthoscope, j'ai envie de dire, sur le dos de l'entreprise en permanence. Et c'est à nous d'indiquer ou de sensibiliser le dirigeant. Parce que quand on parle de prévention, je parle d'évangélisation, de sensibiliser le dirigeant vis-à-vis d'indicateurs financiers qui se dégradent. Et l'essentiel de la prévention, c'est d'anticiper et de prendre les choses le plus en amont possible. Merci beaucoup Nicolas Jakubowicz pour vos éclairages sur cette vague de faillite qui inquiète tout le monde, du chef d'entreprise aux salariés. On aura le plaisir de vous recevoir
une autre fois pour continuer à parler de ce sujet bien préoccupant. À très bientôt. On marque une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Et depuis le 1er février, un musée inédit a ouvert au rez-de-chaussée d'un immeuble social à Rennes, 400 mètres carrés dédiés à l'art en accès libre avec des expositions co-construites avec les habitants pour rapprocher culture et vie quotidienne. Soutenu par plus de 2,5 millions d'euros d'investissement, ce projet unique accompagne la transformation urbaine du quartier Maurepas qui voit aussi la rénovation de plus de 1200 logements sociaux et l'arrivée d'une nouvelle station de métro. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo et c'est maintenant l'heure de répondre aux questions de nos éditeurs. Avec nous aujourd'hui, Maître Azilise Gauthier-Guégan. Elle est associée au cabinet Étoile Avocat. Bonjour Azilise. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors, on va commencer tout de suite avec une première question. C'est Julien de Montreuil qui nous la pose. Un dégât des eaux s'est déclaré chez moi. Que dois-je faire ? La première chose à faire est de déclarer immédiatement votre sinistre auprès de votre assureur. Alors, quel est le délai pour faire cette déclaration ? Vous disposez d'un délai qui ne peut pas être inférieur à 5 jours ouvrés à compter de la découverte du sinistre pour le déclarer à votre assureur. Ce délai court bien à compter de la découverte du sinistre et non à compter de sa survenance. Ainsi, si Julien a découvert son sinistre même plusieurs semaines après qu'il se soit effectivement déclaré, il a encore 5 jours supplémentaires pour le déclarer. Alors, et si Julien dépasse ce délai, est-ce qu'il ne pourra plus jamais être indemnisé ? Si, en réalité, en cas de retard dans la déclaration, l'assureur peut opposer une déchéance de garantie, donc ne pas intervenir, mais uniquement si 2 conditions sont réunies. Une clause de déchéance est prévue dans le contrat et est rédigée en caractère très apparent, et aussi l'assureur prouve que le retard de déclaration lui a causé un préjudice. Alors, est-ce qu'il faut que Julien identifie la cause du sinistre ? Tout à fait, il doit essayer de déterminer la cause probable du sinistre. Donc, par exemple, si le bien de Julien est en copropriété, il pourrait s'agir d'une fuite d'eau qui vient de chez son voisin, par exemple du dessus. Ça pourrait aussi être une fuite d'eau qui provient d'une canalisation des parties communes. Il faut savoir que toutes les colonnes d'eau sont considérées comme des parties communes. Ça pourrait encore être un défaut d'étanchéité de la façade, qui est encore une fois considéré comme une partie commune, ou un défaut d'étanchéité de la douche du voisin du dessus. Et cette dernière hypothèse est d'ailleurs très très courante. Alors qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce que Julien doit faire si le sinistre vient du voisin ou des parties communes ? Eh bien, contactez déjà ce voisin ou votre syndic de copropriété et dressez un constat amiable de dégâts des eaux. Avec l'assureur, en fait, peut lui fournir le document à compléter dans ce but. Alors, que se passe-t-il après la déclaration auprès de l'assurance et la réalisation éventuelle de ce constat, en fait, amiable ? Eh bien, un expert est mandaté par l'assureur et cet expert viendra chez Julien pour examiner les désordres visibles depuis son logement. Il va déterminer aussi, avec plus de précision que l'a fait Julien précédemment, la cause de ce sinistre et évaluer les dommages. Et si la responsabilité du voisin ou de la copropriété est engagée ? Eh bien, dans ce cas, oui, tout à fait. Eh bien, dans ce cas, l'assureur indemnisera Julien de tous les désordres subis. Et habituellement, on mandate un professionnel pour réaliser les travaux de remise en état. Et il s'agit le plus souvent d'une réparation en nature plutôt que d'une indemnisation financière. Et dans le cas contraire, aussi, une copropriété ou un voisin ne reconnaît pas sa responsabilité ? Eh bien, c'est là que ça se complique. Et c'est dans ce cas qu'il faut saisir le tribunal pour obliger le responsable du sinistre à vous indemniser. Et avant cela, ça se fait en 2 temps, puisqu'avant cela, il est nécessaire de demander au tribunal la désignation d'un expert judiciaire. Et quel est le rôle de cet expert ?
Et alors cet expert judiciaire, eh bien, il va déterminer l'origine précise du sinistre, déterminer à qui il est imputable et également chiffrer le coût des travaux de remise en état de ces dégâts. Est-ce que l'assurance de Julien, elle couvre tous les frais ? Non, l'assurance, en fait, elle prend en charge uniquement les détériorations causées au bien. Et ce n'est pas la réparation de la canalisation défectueuse qui sera prise en charge. Qu'est-ce qu'il faut pour faire si le bien en fait sinistré a été mis en location ? Oui, alors si le bien est en location, c'est en fait au locataire de déclarer le sinistre à son assureur. Mais en même temps, si le dégât est très grave, c'est plutôt au propriétaire de faire également une déclaration en plus. Devra alerter son propriétaire. En premier lieu, oui. Ah, d'accord. Merci pour ces infos. On a une deuxième question, maître. Elle nous a été posée par Aurore de Levallois-Perret. Le chauffage collectif de mon immeuble en copropriété dysfonctionne et il s'arrête par moment. Mon syndic réalise des opérations de réparation ponctuelles sans résoudre le problème. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, les travaux comme la réparation d'une chaudière en panne en plein hiver sont considérés comme des travaux urgents en copropriété. Quels sont exactement les travaux urgents ? Les travaux urgents, ce sont les travaux qui permettent de prévenir d'un danger immédiat ou d'éviter une dégradation importante de l'immeuble et qui permettent de préserver la sécurité des occupants et l'intégrité de l'immeuble, comme par exemple cette panne de chaudière en plein hiver, une rupture de canalisation commune, une installation électrique dangereuse ou même un risque de chute d'éléments en façade. Est-ce que le syndic il peut faire ses travaux sans consulter l'Assemblée générale ? Oui, tout à fait, c'est tout l'intérêt. Le syndic peut réaliser des travaux urgents sans autorisation préalable de l'Assemblée générale, mais il devra ensuite convoquer une assemblée pour ratifier ces travaux. D'accord, et comment le syndic il finance ces travaux d'urgence ? Il peut demander une provision exceptionnelle au copropriétaire pour financer ces travaux. Et que se passe-t-il si le syndic ne fait pas les travaux nécessaires ? Dans ce cas, il engage sa responsabilité envers la copropriété. Aurore peut-elle faire réaliser elle-même les travaux urgents ? Non. Un copropriétaire ne peut pas, de sa propre initiative, entreprendre lui-même les travaux urgents sur les parties communes. J'ai une dernière question. J'ai plus de questions. Excusez-moi. Merci beaucoup, Azilise, pour avoir répondu à nos auditeurs. Maître Azilise Gauthier-Guégan, associé au cabinet Étoile Avocat à Paris. Voilà, le Club IMO c'est terminé pour aujourd'hui. J'aurai grand plaisir à vous retrouver tous demain sur Radio J à 16h05. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com